Le score. Le score. Vous avez cru comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous fait de musique, de conversation et de casquettes avec de vraies lames de rasoir dans la visière. Jusqu'au 30 mars, à la scène musicale, Birmingham se transporte à Boulby avec la comédie musicale Peaky Blinders The Redemption of Thomas Shelby, chorégraphiée par Benoît Swan-Puffer de la Rambert Dance Company, l'excellence du ballet britannique, le tout adapté par le créateur de la série Steven Knight, à qui l'on doit aussi les scénarios de Spencer et Maria pour Pablo Larraín, ou encore d'autres formidables séries comme Rogue Heroes et A Thousand Blows. Rendez-vous a donc été pris pour aller discuter à la scène musicale avec lui. Le score sur Radio Nova. Bonjour, Steven Bonjour. Knight. One French word. I know a few. Yeah. 10, 11. Comme la musique a une grande importance dans Peaky Blinders, je vous pose la question rituelle de cette émission. Tout de go, quelle place prend la musique dans votre vie ? Daily life. Yeah, I mean, I like to sing. I'm not good, but I like to Dans la sing. vie quotidienne, eh bien j'aime chanter. Je ne suis pas bon chanteur, mais j'aime chanter. Et j'adore la musique. Dans la vie quotidienne comme dans ma vie professionnelle. Et je pense toujours que c'est un peu triché d'utiliser de la musique à la télévision et au cinéma. N'importe où, dès que vous introduisez un morceau de musique, il touche directement le cœur et l'esprit des gens. Donc je trouve que c'est un instrument vraiment utile à la télévision et au ciné. Et évidemment, c'est pour ça qu'on l'utilise. In TV and film, and obviously that is why it's translated into what this is. Par exemple, vous écoutez quoi quand vous marchez dans Paris ? In Paris, I'd probably listen to. À Paris, j'écouterais probablement des vieux trucs, comme Leonard Cohen. J'adore Jacques Brel aussi. J'aime beaucoup Les Feuilles Mortes. Cette chanson en français, elle est vraiment magnifiquement belle. Pour démarrer cette émission, on va évidemment écouter Red Right Hand de Nick Cave. Quel effet vous fait encore cette chanson aujourd'hui ? Ça me fait évidemment immédiatement penser à Peaky Blinders. Et je pense que Nick Cave ressent la même chose. Cette chanson s'est accrochée à cette série et je l'aime toujours. Je veux dire, je pense que les paroles étaient incroyables et que c'était en partie écrit qu'elles soient dans la série. Parfois, c'est comme ça, on a de la chance. Et le fait que ce soit le premier morceau de musique de cette scène d'ouverture, mais c'est génial. Opening scene was great. Le score sur Radio Nova. Et Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, musique emblématique de la série Peaky Blinders qui se décline aujourd'hui en comédie musicale. L'occasion d'en parler avec son créateur Steven Knight. Ça fait maintenant 10 ans que le premier épisode de Peaky Blinders a été diffusé en France. Il était donc grand temps qu'il revienne faire un tour par ici. Yeah, I mean, there's plenty more to Oui, come. il y a encore beaucoup à venir. Je veux dire, l'univers de Peaky Blinders continue. Donc nous avons le film qui sera bientôt au cinéma et nous allons continuer avec la série télévisée aussi sous forme de spin-off. Vous avez rencontré la Rambert Dance Company et Benoît Swan-Puffer pour le Peaky Blinders Festival. Vous les avez même fait apparaître dans la saison 5 de la série. Ils dansaient le lac des Cygnes chez Thomas Shelby. Quand et comment avez-vous décidé, avec eux, de faire de la série un ballet ? It was shortly after that, because before then, we'd done a 12-minute. C'était peu de temps après, car avant cela, nous avions fait une pièce de danse de 12 minutes. Benoît avait réalisé cette pièce pour un festival à Birmingham, qui était en quelque sorte une façon de redonner à la communauté, aux habitants de Birmingham, le spectacle des Peaky Blinders. Et c'était brillant. Je ne viens pas du tout du milieu de la danse, et voir à quel point la danse peut être directe et puissante, mais aussi nuancée comme moyen de communication, c'était incroyable. C'est pour ça que j'ai inclus Rambert dans le spectacle. Cette compagnie, elle a été créée dans les années 1920 avec pour mission d'apporter la danse aux personnes qui n'en ont pas l'habitude. Et normalement, moi je suis pas un gros client de la danse. Et c'est pourquoi j'ai pensé que ce serait bien de la faire venir dans l'univers de Tommy Shelby. And then got on really well with Benoit and went for a meeting. We thought, well, maybe we could do a show, and I went for a meeting there. And Et ensuite, je me suis bien entendu avec Benoît. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a tout de suite pensé qu'on pourrait faire un spectacle de Peaky Blinders. Et quand je me suis assis en face de lui, il m'a dit « Vous savez, quand vous l'écrirez ce spectacle ?» Et à ce moment-là, moi, je pensais pas du tout que j'allais l'écrire. Je connaissais rien à ce sujet, alors j'ai fait comme j'ai pu et j'ai écrit. J'ai décidé qu'on parlerait de l'histoire de Tommy Shelby et de Grace, de ce qui se passe après sa mort, et j'ai écrit ce que j'aimerais voir, en fait. Ensuite, Benoît l'a pris en main et en a fait ce chef-d'œuvre. Mais comme Peaky Blinders a toujours accordé une part très importante à la musique, j'imagine que ça a été un processus finalement assez naturel. It completely is, and I was
C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, quand je faisais des interviews, je me disais que je pensais à rien d'autre de ce que j'ai écrit dans toutes mes œuvres qui pourrait aussi facilement se transformer en œuvre musicale. Dans Peaky Blinders, d'une certaine manière, à cause de la musique et de la façon dont les gens bougent, il y a une sorte de démarche assurée et tout le monde se préoccupe beaucoup de son assurance. Ça a semblé être une étape naturelle et logique dans la vie de cette œuvre. It seemed to be a natural, logical step somehow. Même la façon dont Cillian Murphy marche dans la série a quelque chose à voir avec un rythme particulier, une chorégraphie. Exactly. Oui, et Cillian dit la même chose. Il me dit que lorsqu'il se prépare pour le rôle, pendant 1 mois ou plus, il commence à changer son corps, sa façon dont il bouge. Il change complètement de forme. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Quand je l'ai rencontré pour la première fois pour parler du rôle de Tommy Shelby, on s'est rencontrés, on a pris un café quelque part, et il était comme son soi normal. Et juste après, il m'a envoyé un texto en me disant « Souviens-toi que je suis un acteur. Je peux me transformer, tu sais. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. You know, he can change, and which is what he does. Sur scène, 18 danseurs et un groupe qui joue en live, c'était le meilleur moyen de donner vie au spectacle? Yeah, I was worried about the live band on Oui, stage. et je vais pas vous mentir, je m'inquiétais un peu au sujet du groupe qui jouerait sur scène parce que je pensais que ça distrairait les spectateurs. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et le fait que la musique soit en direct a vraiment un effet. Et c'est ce qui est remarquable dans ce spectacle, c'est l'émotion qu'il suscite. On a joué au Royaume-Uni, évidemment, puis nous étions récemment à Istanbul, et partout, j'ai ressenti exactement le même effet dans le public. Je suis sûr que ce sera pareil ici, à Paris, où les gens auront un lien direct avec les artistes. Et ça, c'est vraiment très précieux. Where people get a direct link to the performers. It's really amazing. Vous avez ajouté des intrigues inédites et de nouveaux personnages. Est-ce que c'était une bonne manière d'explorer la vie de vos propres créations, tout en offrant des cadeaux bonus aux fans de la série? Yeah, weirdly. Oui, it's et c'est bizarre en fait, parce que cette histoire elle est assez particulière. Cette histoire de comment Tommy Shelby gère le deuil et comment il continue son histoire d'amour avec Grace aurait en fait été vraiment difficile à réaliser à la télévision, parce que Tommy Shelby ne parle pas de ses sentiments, il ne partage rien. Alors comment on aurait pu faire ? Et bien sur scène, vous avez le public en relation directe avec le personnage en face de vous. Vous pouvez le voir bouger et danser et raconter l'histoire de son chagrin, la façon dont il s'effondre puis se ressaisit. Donc oui, probablement, pour raconter cette partie de l'histoire de Tommy Shelby, c'était la manière parfaite. Emmener Birmingham partout sur scène en Grande-Bretagne, à Istanbul et maintenant en France, ça doit être spécial, j'imagine. C'est vrai. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs aspects de tout ça, de ce long travail. C'est que c'est une histoire qui vient de Birmingham. Pour beaucoup de mes amis qui ont l'accent de Birmingham, quand ils vont dans d'autres pays, les gens leur sortent directement Peaky Blinders dès qu'ils commencent à parler. Pour moi, c'est génial que cette série soit associée à ça. Et aussi, j'essaye d'entreprendre à Birmingham, de lancer des studios de cinéma là-bas. Donc j'espère que Peaky aura aussi un impact sur ce territoire. Hopefully that Peaky has a legacy as well. Ça fait de vous l'ambassadeur de la ville. Well, I don't know about that, but yeah, but I mean, je ne sais pas trop. C'est une grande ville mature qui réalise ses propres choses en autonomie. Mais en termes de médias et d'industrie médiatique, elle n'a pas eu le même profil que peut-être un Liverpool ou Manchester. Mais maintenant, c'est notre tour. À suivre, Radiohead et Pyramid Song, un titre qui fait partie de la bande originale de Peaky Blinders. On retrouvera aussi Steven Knight et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Radiohead sur Nova, Pyramid Song. Retour à la scène musicale avec Steven Knight, créateur de la série et la comédie musicale Peaky Blinders. Être fierce, être féroce, c'est une qualité requise chez un danseur comme chez un Peaky Blinder? Yeah. I mean, I watched the rehearsals. I was in. Oui, et je vais vous dire, j'ai assisté aux répétitions, j'étais dans les salles de répète, donc j'étais très proche des danseurs, et dans ces moments-là, quand vous êtes très proche, vous pouvez entendre leurs chaussures grincer, vous pouvez entendre les planches du sol qui couinent, vous pouvez les entendre respirer lourdement. C'est vraiment physique. Et cette volonté de prendre des risques pour les danseurs est vraiment incroyable. La manière dont la violence est représentée dans le spectacle m'a fait penser, surtout quand j'étais assis à regarder les répétitions de près, que quelqu'un allait vraiment se blesser. Parce que ça a vraiment l'air vrai, ça a l'air véridique. Je veux dire, quand on pense à ces danseurs, ils se donnent vraiment des coups de poing. On a travaillé avec un chorégraphe de combat qui exerce à Hollywood et qui est venu aider les acteurs avec les mouvements dans les combats. Et vous voyez, je continue à les appeler acteurs, alors que ce sont des danseurs. Et les danseurs, c'est comme ça. Prenez par exemple, si vous êtes sur un plateau de tournage de film, dès que le réalisateur crie « coupé », tout le monde s'arrête et chacun revient à soi-même. Avec les danseurs, quand la séquence est terminée, ils continuent. Ils doivent continuer l'action, ils bougent encore, ils sautent partout, ils doivent être à fond tout le temps. With dancers, when that sequence is over, they carry on. They're still moving around, jumping around. It's like, you know, they're really there all the time.
Selon Cillian Murphy, je cite, « Il y a de la musique qui sonne Peaky Blinders, il y a de la musique qui ne sonne pas. On ne peut pas toujours le définir, mais on le sent quand on l'écoute. » Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Oui, c'est ça le problème. En fait, il n'y a pas d'explication. Mais vous pouvez entendre un morceau de country, de western, vous pouvez entendre un peu de musique folk, vous pouvez entendre du heavy metal, et c'est Peaky ou bien ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ne pas se soucier de ce que les gens pensent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si quelqu'un avait fait un morceau de musique, probablement à 4h du matin, sans se soucier de la signification des paroles. Et alors ça, c'est totalement Peaky Blinders, par exemple. Then that probably is Peaky. PJ Harvey, Nick Cave and the Bad Seeds, Arctic Monkeys, Radiohead, Royal Blood, The Black Keys, The White Stripes, Idols, The Kills, Frank Carter et même les Français de Black Strobe. J'imagine que les Peaky Blinders ont plutôt une énergie rock. Yeah, I mean, it does cross the. Oui, mais ça traverse aussi tous les genres. J'ai passé par exemple 3 heures avec Snoop Dogg à Londres à lui parler de comment Peaky Blinders lui rappelait son implication dans la culture des gangs. Quand A$AP Rocky était lui aussi à Londres, on a eu l'occasion de se rencontrer aussi. Et l'idée que cette chose résonne avec ces artistes-là, je veux dire, à la base, on parle de Birmingham dans les années 1920 et 1930. Comment ça se fait que ça touche jusqu'à ces artistes-là ? Mais ça marche, et c'est ça qui est génial. Une affaire de rébellion, d'insubordination, j'imagine ? Yeah, I think that there's something about, well, not just Peaky, but a lot of shows that strike this chord where I think it's possibly about freedom, where people... Oui, je pense aussi qu'il y a à voir avec la liberté. Les gens y voient des personnes libérées du besoin, le besoin de suivre des règles particulières. Les personnages de Peaky Blinders suivent des règles bien différentes. En fait, ils ne suivent pas de règles du tout. L'idée que les gens soient réellement libres de faire ce qu'ils veulent et de créer leur propre chemin, c'est probablement ça la philosophie de Peaky Blinders. Do what they want and make their own destiny is probably what I think Peaky is about. Bob Dylan fait également partie de la bande originale. Est-ce que c'est une demande du showrunner ? Bob Dylan's... No, that was me. Oh, sorry, yes. I don't think of myself as a showrunner. Yeah, absolutely. Bob Dylan, c'était totalement moi, ouais. Je suis un grand fan de Dylan. Et la façon dont il écrit, eh bien, laissez-moi le dire, c'est mon ambition finale. De faire en sorte que tout ce que j'écris pour le cinéma, pour la télévision, ressemble autant que possible à une chanson de Bob Dylan. Cette écriture a son propre rythme, sa propre logique en quelque sorte. C'est assez insaisissable. Et ça fait sens d'une manière un peu magique que l'on ne comprend pas tout à fait. It's quite elusive, and it sort of makes sense on a level that you don't quite know why it's making sense. De nombreux grands musiciens sont des fans de la série, David Bowie par exemple, et je crois que vous avez été en contact. Yeah, that was quite amazing. I mean, he'd met Cillian in New York, and c'était incroyable. Quand il a rencontré Cillian à New York et qu'ils ont discuté, il a dit qu'il était un grand fan de la série. Alors Cillian lui a envoyé sa casquette, la casquette qu'il portait dans la première saison. Et après ça, sa manageuse européenne a pris contact avec nous pour dire que c'était bientôt la sortie du dernier album de David Bowie. Et elle nous a dit, on ne peut pas vous envoyer le disque pour des raisons de confidentialité, par contre, je peux venir chez vous et vous le jouer. Donc elle est venue à la maison, elle m'a passé le disque dans les enceintes et elle m'a dit que si je voulais utiliser un titre dans la série, eh bien c'était tout à fait possible. J'ai dit bah oui, bien sûr. On était entre Noël et le jour de l'an et juste après le réveillon, j'écoutais la radio et ils ont annoncé que David Bowie était décédé. Et c'était terriblement triste. Je lui avais proposé juste avant de venir sur le plateau de tournage et on m'avait répondu que c'était pas possible. C'était très dur parce que je suis un grand fan de Bowie et c'est pour toute cette histoire-là que nous avons utilisé une de ses chansons. So that was quite poignant because I'm a huge Bowie fan, so we used one of the songs on that. Vous dites aimer Thomas Shelby pour son attitude révoltée contre les rapports de classe, encore très présent au Royaume-Uni. Fin de citation. Et observation qui marche aussi ici et dans de nombreux autres endroits. Est-ce qu'on peut dire que ce personnage du passé en dit beaucoup sur notre présent ? Yeah, I think it does. I thought you'd had a revolution. Oui, et je pense que c'est le cas. Par exemple, moi je pensais que vous aviez eu une révolution ici en France. Je pensais que vous en étiez débarrassé de toutes ces inégalités, et même pas. Je pense toujours que la Grande-Bretagne est très marquée par les classes sociales, que les rapports de classe sont encore très présents dans tout le Royaume-Uni. Je ne sais pas pour la France, mais je pense que souvent, si vous écrivez quelque chose qui vous semble vrai pour les personnages, c'est que c'est certainement vrai aussi dans la vraie vie, dans la réalité, dans les faits. Et de toute façon, les gens ne changent pas vraiment, je pense. It's also true to something that's been going on for a long time anyway, because people don't really change, I don't think. Puisqu'on en parlait, on écoute David Bowie sur Nova avec Lazarus. Le score sur Radio Nova.
David Bowie sur Nova et sur la bande originale de Peaky Blinders et retour à la scène musicale en compagnie de Steven Knight, le créateur de la série. Et puisque je m'adresse précisément au créateur, je demande, c'est pour une amie, qu'est-ce qui fait un bon Peaky Blinder ? Quelles sont les qualités, les compétences requises pour postuler ? Alors, je pense qu'il faut pouvoir boire une bouteille de whisky sans tomber. Je sais pas, je veux dire, ils sont tous différents, les frères sont tous différents. Mais ça me fait penser à une expression. Je me souviens plus de ce que c'est très précisément, mais ça fait quelque chose du genre, si tu veux vivre en dehors de la loi, tu dois obéir aux règles. Donc ils sont tous en dehors de la loi, mais il y a des règles qu'ils doivent suivre entre eux dans leur communauté. En fait, je vais plutôt postuler chez les 40 Elephants, le gang de filles que je viens de découvrir dans votre nouvelle série A Thousand Blows sur Disney+, un syndicat du crime entièrement féminin qui affronte le monde de la boxe à main nue illégale dans le Londres des années 1880. Autre contexte éminemment intéressant, comment est-ce que vous avez découvert ce gang de femmes exceptionnelles ? The reason it's on now is that Stephen Graham. Eh bien, c'est Stephen Graham qui m'a approché avec cette histoire de Hezekiah Moscow, une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui est arrivé à Londres dans les années 80 en provenance de la Jamaïque avec pour l'ambition de devenir dompteur de lions. Et c'est ce qui prouve, je pense, que les histoires vraies sont toujours plus incroyables que le reste. Il a fini par devenir un boxeur à main nue très reconnu. Et j'avais aussi envie de raconter cette histoire des 40 Elephants depuis longtemps, parce que c'est aussi une histoire vraie. C'était une bande de criminelles entièrement féminines, des voleuses à l'étalage et des arnaqueuses, qui allaient chez Selfridge, une grande enseigne britannique, et qui volaient tellement de vêtements et de manteaux de fourrure que lorsqu'elles partaient, elles ressemblaient à des éléphants. Elles étaient 40 et elles avaient toujours une reine, une sorte de meneuse qui donnait des ordres à tout le monde. Et elles réalisaient des arnaques incroyables. Dans la série, par exemple, on décrit cette scène qui est vraiment arrivée, où l'une d'elles fait semblant d'accoucher dans la rue pour qu'une foule se rassemble autour d'elle, pendant que leurs complices viennent voler les montres, l'argent et d'autres objets des personnes qui étaient venues à sa rescousse. Donc tout est vrai, tout est arrivé. Et donc je pensais que c'était intéressant d'imaginer le dialogue entre Mary Carr, la reine, la leaduse de ce groupe de voleuses, et Hezekiah Moscow, qui était à Londres à la même époque, en même temps. Je voulais imaginer qu'ils se soient vraiment rencontrés, voir ce qui se serait passé entre eux. Il n'y a aucune preuve que c'est jamais arrivé en fait. Donc peut-être qu'ils l'ont fait. Were in London at the same time. Imagine that they met and see what happened. And there's no proof they didn't. So maybe they did. Et encore une fois, il y a une question de lutte de classe. Et encore une fois, il est question de lutte des classes au propre comme au figuré. Encore une fois, ce sont des gens qui essayent d'échapper à ce qu'on attend d'eux. J'essaie toujours, dans la mesure du possible, d'avoir des personnages qui sont de bonnes personnes en faisant des mauvaises choses, mais pour une bonne raison. Donc, ils sont fondamentalement corrects, mais ils vont devoir faire ces choses terribles pour s'extraire de leur situation. Je vous ai entendu dire à propos de cette série, en règle générale, tout ce qui semble complètement incroyable et ridicule est vrai. Est-ce que ça s'applique à toute série historique ou seulement à celle-ci ? SAS, Rogue Heroes, all of that. Et vous savez, les trucs les plus bizarres, les choses qui semblent les plus ridicules sont toutes vraies. Et les choses qui semblent réelles sont inventées. Pareil pour Thousand Blows. Et en un sens, pareil que pour Peaky Blinders. Tout ce qu'ils font, leur façon de s'habiller, leur comportement, tout est réel. Durant les 3 dernières années pour la télé, vous avez écrit Rogue Heroes, l'adaptation de Dickens, de Grandes Espérances pour une mini-série, Toute la lumière que nous ne pouvons voir pour Netflix, This Town, une série sur les origines du ska pour la BBC, The Veil avec Elizabeth Moss sur Disney+ aussi, A Thousand Blows, tout ça, tout seul. Comment est-ce que vous faites ? I get up early. Eh bien, je me lève tôt. No, I love doing it. I've said before. Non, en vrai, j'adore ça. J'ai même dit un jour que je ferais le même métier si j'étais pas payé. Les gens disent qu'il faut de la discipline dans le travail, et en réalité, je pense que c'est le contraire. Il faut de la discipline pour arrêter de travailler. Parce que j'adore ça, j'adore le faire. Et pour être honnête, 2 ou 3 des projets qui là sortent actuellement ont été produits pendant la pandémie. Donc tout sort en même temps actuellement. Et ça vous arrive de ne pas travailler ? Oui, une journée parfois. C'est comme tomber en panne d'essence. La journée a une certaine durée et des fois j'arrive à bosser que 2 ou 3 heures et c'est tout. Ça ne sert à rien de continuer dans ces moments-là. Petite pause musicale dans cet entretien, on retrouve Steven Knight après Lescope, l'hiver sur tes lèvres. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lescope sur Nova et retour à notre entretien avec Steven Knight depuis la scène musicale où se joue The Redemption of Thomas Shelby, Peaky Blinders. On a parlé de votre travail à la télévision, parlons maintenant de votre travail au cinéma. On a rencontré Pablo Larraín il y a quelques semaines pour parler de Maria, un film qu'il a réalisé et que vous avez écrit, ainsi que Spencer. On lui a soumis cette question, je vous la pose aussi.
Vous avez dit avoir développé avec lui une relation très Elton John, Bernie Taupin. Est-ce que vous pourriez, vous, nous expliquer? Well, I'm Bernie, obviously. Yeah. I mean, oui, c'est une relation qui est assez étrange. Un matin, on prenait le petit déjeuner ensemble et je pensais pas que c'était pour une raison particulière, pour être honnête. C'était juste parce qu'il était à Londres. Et il m'a dit, je pense à faire quelque chose sur Diana. J'ai dit bien d'accord. Il me demande qu'est-ce que t'en penses. Et c'était tout vraiment. Et puis j'ai dit d'accord, je vais le faire avec toi. Et puis il s'est mis à l'écrire. Ce processus, c'est pas comme s'asseoir et avoir des longues réunions autour d'une table ronde. Non, il a eu des idées de son côté, il me les a soumis, j'y ai réfléchi, j'ai fait des recherches, et puis je lui ai dit ok, je crois que ça pourrait. Et puis je lui ai dit ok, je pense que ça pourrait marcher. It's not like sitting down and having these long meetings. It's he has this idea, and then I think okay, and do some research. And think, well, all right, that would work. Est-ce que c'est un exercice très différent que d'écrire sur Maria Callas que par exemple sur le lieutenant David Sterling de Rogue Heroes, tous deux étant des personnes réelles? Yeah, the good thing about real people is that you've got some. Oui, et l'avantage quand vous travaillez sur des personnes réelles, c'est que vous avez des faits, des informations sur eux que vous pouvez ensuite réutiliser et développer. Par exemple, David Sterling, lorsque je faisais des recherches sur lui, j'ai rencontré une femme qui a été sa secrétaire pendant 30 ans dans les années 60, 70 et 80. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'il était. Et elle me racontait plein de choses vraiment utiles. Elle m'a dit oui, il avait l'habitude, à l'heure du déjeuner, de sortir acheter un cigare et on le regardait par la fenêtre traverser cette rue très fréquentée. Elle fermait les yeux et elle l'imaginait traverser cette rue et elle me disait que c'est parce qu'il aimait le risque, le danger de traverser et de peut-être mourir. Et là, intérieurement, tu te dis, d'accord, donc à partir de là, j'ai une bonne idée de qui est cette personne. J'aurais pas réussi à l'inventer, ce genre de détails. Donc si tu es au contact de personnes réelles, avec des choses réelles qu'elles ont vraiment vécues, comme par exemple Maria Callas qui a vécu cette vie incroyable, et ben ça t'aide à écrire vraiment des trucs très réalistes. Est-ce que vous parvenez à trouver des similitudes, peut-être un chaînon manquant entre tous les personnages que vous écrivez ou que vous créez? Oui, je suppose, enfin, je sais pas trop. Je pense que c'est des personnes sur qui il y a des attentes à propos de ce qu'elles devraient être et qui font tout pour ne pas répondre à ces attentes. Que ce soit Diana, Maria Callas, elles font des choses que personne n'aurait imaginées. Et ça donne aux gens une sorte de défiance, vous savez. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à développer. Vous avez travaillé avec des réalisateurs aussi divers et variés que Stephen Frears pour Dirty Pretty Things, avec Michael Apted pour Amazing Grace, David Cronenberg pour Les Promesses de l'Ombre, Lasse Hallström pour Le Voyage de 100 pas, Robert Zemeckis pour Allied, Pablo Larraín. Des univers très différents. Être scénariste demande de la flexibilité, mais quelle qualité est-ce que vous cherchez chez un réalisateur? There needs to be... Well, any writer would say this is not just me, but they need to see the script as an object. The script is a thing. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir de la stabilité, de la constance. Et n'importe quel écrivain dirait cela. Ce n'est pas seulement moi. Les réalisateurs doivent voir le script comme un objet. Le script est une chose, il est terminé, il existe pour une raison. Ce n'est pas un plan, c'est pas une série de suggestions, c'est un objet fini. Et je pense que les meilleurs réalisateurs font ça. Quand vous travaillez par exemple avec un réal pour Pablo, c'est exactement la même chose. Vous obtenez cette relation avec le réalisateur et vous savez que vous pouvez avancer. Je pense que n'importe quel écrivain n'aime pas trop l'idée de l'improvisation. Écrire, ça prend beaucoup de temps. Vous avez aussi réalisé 3 films, Serenity, Locke et Hummingbird. Qu'est-ce qui vous décide à passer derrière la caméra? Usually because no one else will do it. But usually with good reason. Essentiellement parce que personne ne voulait réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Puis sérieusement, j'ai toujours de bonnes raisons, mais je suis pas un réalisateur. Je suis un écrivain qui réalise parfois. Je trouve ça très difficile comme métier et j'admire les réalisateurs parce qu'ils ont de l'endurance. Ils sont capables de gérer une équipe, déjà ça c'est pas une chose aisée. Et moi, si je devais réaliser d'autres choses à partir de maintenant, je pense que ce seraient des choses plus polissées, des œuvres qui ne dépeignent pas ce que j'aime appeler le chaos du monde. Vous savez, ce qui se produit lorsque le soleil se couche, qu'il commence à pleuvoir, que les chevaux s'enfuient et que tout ce que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler devient un cauchemar. On marque une courte pause publicitaire et on retrouve Steven Knight juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Retour à la scène musicale où nous avons pu rencontrer Steven Knight, le créateur de la série Peaky Blinders. Steven Knight, je vais recevoir des tonnes de messages indignés si je n'essaie pas. Alors, parlons du film Peaky Blinders. The Immortal Man, c'est bien le titre? Yes. Le tournage est terminé? Set in World War II. Tommy's up against it, as ever.
Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Tommy Shelby est encore une fois confronté à des défis. Et j'ai vu le premier montage. J'ai vu assez de rush et d'assemblage pour savoir que c'est absolument brillant. C'est vraiment phénoménal et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Birmingham. And it's set in World War II in Birmingham. Au casting, Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson, Cillian Murphy et Stephen Graham également de la partie. I think they are the best British actors. Ouais, les meilleurs acteurs britanniques du moment et ils sont tous réunis. La rumeur court qu'il pourrait y avoir un ou des spin-offs de Peaky Blinders. Oui, il y en aura. Je dis rien, juste je bouge un peu sur ma chaise, mais non, il n'y a pas encore de date fixée, mais oui, nous voulons continuer parce qu'il y a encore énormément d'histoires à raconter. Comme Dan Auerbach est très bien représenté dans la bande originale de Peaky Blinders, c'est une bonne raison, s'il en fallait une supplémentaire, d'écouter les Black Keys Tighten Up. Tighten Up, les Black Keys sur Nova et on retrouve Steven Knight. Steven, la fin de cette émission est toujours la même. Un petit questionnaire sur vos goûts et souvenirs musicaux. Êtes-vous prêt à répondre? Yep. La chanson qui symbolise le mieux votre enfance? Oh God, I didn't really symbolize it. Oh, mon Dieu, je n'y ai jamais réfléchi, mais je dirais Summertime. Ma mère était grande fan d'Ella Fitzgerald et on écoutait beaucoup ça dans notre famille. Tout le monde avait une chanson pour les fêtes, chacun avait son morceau et ça c'était la chanson de ma mère. Set piece, and that was my mom's song. Celle qui symbolise l'adolescence? Again, that would be quite a weird one. Encore une fois, c'est étrange parce que je n'y ai pas réfléchi, mais ce serait probablement quelque chose de Bob Dylan. Même si à l'époque, il y avait toutes sortes d'autres choses qui passaient, probablement genre les Rolling Stones. Votre tube de karaoké? I do like to sing. Eh bien, je suppose que ce serait quelque chose que j'aime chanter. Ça pourrait être Summertime en fait. La chanson qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists? Oh, lots of them. Oh, beaucoup, il y a beaucoup de choses étranges. Il y a par exemple la musique chorale bulgare, ce qui est assez bizarre, parce que j'ai écouté ça il y a des années, quand j'avais une vingtaine d'années, et c'est là que j'ai découvert ces chants. C'est la chose la plus envoûtante et la plus belle que j'ai entendue. C'est des gens en Bulgarie, dans des villages très particuliers, où ils héritent de leur rôle dans le chœur, leur harmonie. Ils l'héritent de leur mère, et ils se réunissent pour chanter toutes ces chansons. C'est simplement incroyable. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils chantent, de ce que ça veut dire, mais ça sonne juste simplement magnifique. I've got no idea what they're singing about. But it just sounds lovely. La chanson qui vous fait immédiatement danser? Oh, nothing. There is nothing that would get me on the dance. Il n'y a rien qui me fallait sur la piste de danse. Oh God, yeah. No. Not at all. No, I mean, it's for everybody. Enfin, je veux dire, c'est pour le bien de tout le monde. Votre chanson de comédie musicale préférée? There's a song called. Il y a une chanson qui s'appelle Right Said Fred. C'est un gars qui creuse un trou. Which is a song about a bloke digging a hole. La chanson que vous avez le plus écoutée ces derniers jours? These last days, probably Harry Styles, my daughter. Ces derniers jours, probablement Harry Styles à cause de ma fille, parce qu'elle est obsédée par Harry Styles. Je pense pas spécialement qu'il soit brillant, mais je trouve ses chansons vraiment incroyables et je pense que ses paroles sont de très très bon goût. Et ouais, Mathilda, c'est sa plus belle chanson. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête? Hallelujah. Merci beaucoup Steven Knight. La comédie musicale Peaky Blinders The Redemption of Thomas Shelby, c'est jusqu'au 30 mars à la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.